juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir sur un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Mon co-animateur Olivier de Scooter est à ma droite. Salut Olivier. Salut Armano, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler sport, on va parler triathlon, on va parler Ironman, mais on va parler aussi entraînement avec notre invité Bastien Kerengoff. Salut Bastien. Salut à tous, donc merci de m'accueillir sur votre podcast, c'est avec plaisir. Eh ben écoute, c'est un plaisir partagé. On échangeait un petit peu en off et je pensais que tu serais un très bon invité pour venir échanger avec nous, non seulement sur ta pratique, mais aussi sur tes domaines de compétences. Écoute, ce que je te propose, c'est de mettre tout de suite les pieds dans le plat. Et la première question qu'on pose à nos invités, c'est qui es-tu ? Donc dis-nous tout. Qui est Bastien ? Alors, donc moi je suis donc Bastien Kerengoff, entraîneur de triathlon, pratiquant également. Donc j'ai une société d'entraînement donc principalement en ligne. À côté de ça, je produis du contenu sur l'entraînement, sur la physiologie, sur des sujets qui me passionnent. Ça fait 5 ans que j'entraîne en triathlon. J'ai entraîné dans d'autres sports avant. Entraîneur et pratiquant. Revenons peut-être déjà sur la partie pratiquant. Quand est-ce que tu as découvert le sport ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer et puis de rester dans une pratique sportive ? Alors le sport de manière générale, je l'ai découvert assez tardivement. C'est-à-dire j'ai pratiqué beaucoup d'activités, mais vraiment le sport pur et dur, j'ai dû commencer à le pratiquer vers 14-15 ans. Et pas, ce qui pourrait être étonnant, c'était pas forcément par passion du sport, mais plus parce que j'ai toujours vu les passions de ça comme un jeu. C'est-à-dire comme si, moi à mon âge, il y avait beaucoup de gens qui jouaient aux jeux vidéo, moi je n'aimais pas ça. Mais j'aimais bien ce principe dans la vie réelle de partir d'un personnage de départ ou de certaines compétences, puis d'évoluer progressivement et le faire dans la vraie vie, quoi. Donc je le faisais dans d'autres domaines quand j'étais plus jeune, puis après j'ai découvert le sport et j'ai appliqué la même chose. Donc j'ai pratiqué plein de sports, j'ai fait du BMX, après j'ai fait de la musculation, du crossfit, et ensuite j'ai switché vers le triathlon il y a presque 8 ans maintenant, donc où j'ai essayé un triathlon comme ça pour la découverte. C'était très dur, j'étais très mauvais, mais après voilà, j'ai pris passion et je suis rentré dans cette espèce de jeu de se dire si je m'entraîne jusqu'à où je peux aller, et puis depuis j'ai pas arrêté et ça me passionne tellement que finalement j'en ai fait mon métier, puisque tout cet aspect entraînement, physiologie, c'est vraiment ce qui m'anime le plus que l'entraînement lui-même. Plus que l'entraînement lui-même, plus que la compétition aussi, parce que je pense que t'es un homme de défi, de compétition, non ? Non, un petit peu moins. Comme j'aime bien la compétition, mais moi je vois la compétition plutôt comme valider ce que j'ai fait à l'entraînement. C'est-à-dire que je peux très bien passer 1 an sans faire de compétition, ça va pas me déranger. J'aime bien le processus de l'entraînement, mais la compétition, je la vois plutôt comme la concrétisation, vraiment valider est-ce que vraiment ce que je fais à l'entraînement, je suis capable de le faire en compétition. Et voilà, mais j'ai pas une âme de compétiteur, c'est-à-dire quand je vais sur une compétition, je fais plutôt mon truc, mais malgré que ça soit important et fondamental pour s'exprimer, quoi. Tu parlais de jeux tout à l'heure, de tes amis, de tes camarades qui jouaient à des jeux vidéo ou même parfois qui jouent à certains sports. On joue au tennis, on joue au golf. Par contre, on joue pas au triathlon, on pratique le triathlon. Toi, c'est peut-être plutôt justement dans cette recherche de l'entraînement, de la performance, de valider ce que tu mets en place à l'entraînement le jour de la compétition que tu trouves ton jeu finalement. Est-ce que c'est pas ça, c'est pas dans la recherche un petit peu de la mise en pratique de tes systèmes d'entraînement ? Exactement, c'est un peu ça, c'est un peu un plaisir indirect, quoi. On n'a pas disons que contrairement à un sport plus ludique, comme j'ai pu le pratiquer avant, le BMX, où c'est vraiment, il n'y a pas d'aspect entraînement, c'est du jeu, quoi, c'est que du plaisir. C'est vrai que le triathlon, c'est un petit peu plus ingrat, c'est un peu plus indirect, c'est tout un processus. On essaie de mettre des choses en place, parfois c'est difficile, et on essaie ensuite de le traduire en compétition pour concrétiser, voir où est-ce qu'on en est, mais c'est vrai que c'est pas le même plaisir et la même recherche qu'un sport plus ludique de jeu, effectivement. Bon, tu pratiques quand même. T'en es où dans la pratique et dans la compétition ? Quelles sont les plus belles épreuves sur lesquelles tu as pu t'aligner ? Actuellement, j'arrive à ma 8e saison de triathlon et je suis passé sur longue distance il y a à peu près 4 ans. Et bon, entre-temps, sur cette période de 8 ans, il y a quand même eu 2 ans de Covid. Après ça, j'ai eu 1 an de blessure, donc en fait, il s'est passé 3 ans où j'ai pas fait de compétition. Donc je m'entraînais, j'ai été un peu blessé, donc je savais pas trop où j'en étais. Et puis ensuite, en 2022,
Là, j'ai pu revenir à la compétition, donc je savais pas trop où j'en étais, quel niveau j'avais. Donc j'avais recommencé ma saison sur le Frenchman. Et puis en fait, à ma surprise un petit peu, j'ai fini 4e, donc je pensais pas être à ce niveau-là. Quand je pose le vélo, en fait, j'avais demandé à personne qu'on me donne le classement parce que j'étais en mode reprise. Je me disais bon je vais le faire comme ça. Finalement, je pose le vélo 4e. J'avais pas couru de l'hiver parce que j'étais blessé. Donc je me suis dit bon, je vais pas pouvoir courir très vite. Finalement, ça courait très bien. Preuve que l'entraînement croisé fonctionne quand même. Et puis voilà, c'était un super souvenir parce que 15 jours avant, je me disais bon, si un jour j'arrive à faire moins de 4 heures sur half, ça serait super. Et puis quand j'arrive, je regarde le chrono et j'ai moins de 4 heures. Et donc là, je me suis dit, c'est quand même pas mal, quoi. Moins de 4 heures et 4e sur le Frenchman. Ouais, effectivement, c'est pas mal. C'est quand même la concrétisation, du coup, pour toi, que tes systèmes d'entraînement, ce que tu mets en place dans ton quotidien en tant qu'entraîneur, ça fonctionne? Exactement. Il y a toujours un peu ce syndrome de l'imposteur quand on entraîne. C'est-à-dire qu'on a toujours cette peur de pas être à la hauteur. Il faut quand même, même si c'est pas fondé, même si un entraîneur peut être très bon sans être performant, je trouve que c'est quand même important de montrer qu'on a traversé le processus que nos athlètes traversent également, qu'on a essayé ce qu'on propose, même si on est moins bon que les athlètes, ça c'est pas un souci du tout, mais le simple fait d'avoir fait le processus d'entraînement, d'avoir essayé, d'avoir affiné ses méthodes, je trouve que c'est un excellent moyen de développer l'expertise, quoi. Parce que l'aspect théorique est très important, mais pour devenir un expert, il faut aussi un aspect pratique, et les deux ensemble permettent quand même de développer une expertise vraiment importante, quoi. Ouais, puis j'ai entendu entre les lignes, pour ainsi dire, que tu avais été blessé, et donc ça te permet aussi de mettre en pratique un petit peu le surentraînement, la blessure. Est-ce que tu en as tiré des conclusions de cette blessure? Oui, bien sûr. Effectivement, je trouve qu'également passer par les blessures, ça permet de comprendre les athlètes, de savoir leur expliquer aussi que même si on traverse une blessure importante qui peut durer plusieurs mois, c'est pas un problème, on revient après, il n'y a pas de souci. Parce que ça peut être une peur des fois quand on traverse ça une première fois. Moi, c'était une fracture de fatigue au fémur qui était assez importante. Donc j'ai eu 4 mois sans courir, sans faire de vélo. Je pouvais juste nager un petit peu sans pousser contre le mur, donc c'était vraiment très limité. Et il s'avère que le niveau il revient très vite, donc ça permet aussi d'expliquer ça aux athlètes. Et moi, ça m'a permis de comprendre aussi que je m'entraînais trop, parce qu'en fait j'avais tellement cette passion, tellement cette pression de me dire il faut que je devienne bon. C'était vraiment un truc, c'était au quotidien. Voilà, je me mettais vraiment cette pression que j'étais depuis plusieurs années dans une fatigue chronique et que j'ai remarqué vraiment après coup. C'est-à-dire que c'est seulement après coup, quand on réfléchit à la fatigue qu'on subit au quotidien, les changements d'humeur, c'est là qu'on se dit ok, c'est quelque chose de pas normal. Ça permet après de le détecter chez les athlètes et de savoir le résoudre ou l'expliquer, quoi, en tout cas. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez courant chez les triathlètes. On a toujours envie de se donner et d'en faire un maximum, d'autant plus que, encore une fois, on l'a dit souvent sur le podcast, mais à moins d'être triathlète professionnel, en général, tu as quand même une vie à côté. Donc, tu dois caser tes entraînements en plus de ta vie de famille, ta vie professionnelle, ta vie sociale, etc. Et tu dois encore trouver du temps pour dormir, parce que l'important, c'est quand même aussi de bien récupérer. Évidemment, on pourra en reparler. Et donc, du coup, les triathlètes ont souvent cette tendance à être surentraînés. Ou en tout cas, si c'est pas surentraîné, c'est pas assez reposé. Enfin bref, on peut le voir dans les deux sens, mais en tout cas d'en faire un petit peu trop, ça va assez bien aussi en général avec la personnalité des triathlètes. Souvent les triathlètes ont tendance à être des gens assez actifs, assez ambitieux, qui ont envie de faire plein de choses. Et du coup, quand on se blesse, souvent ça nous permet justement c'est du repos forcé. Qui potentiellement va nous permettre aussi de sortir de ce surentraînement et de pouvoir faire des belles performances. On avait eu Arthur Urso il y a quelques temps sur le podcast, qui était revenu justement d'une blessure mais quand même assez importante, qu'il avait immobilisé pendant quelques mois, et il était revenu de ça, et en fait il avait une pêche d'enfer, quoi. Donc, et ça c'est quelque chose qu'on voit quand même assez régulièrement, c'est que ce repos forcé, en fait il peut faire la différence, parce que ça veut dire qu'on est souvent justement en sur-régime. Et toi, en tant que coach, du coup, comment tu fais pour faire attention justement à ce que tes athlètes soient pas en sur-régime? Déjà, la première chose, c'est que j'identifie assez rapidement, simplement en discutant avec l'athlète, en général, il y a un peu de deux catégories d'athlètes. Il y a les athlètes assez reposés, assez calmes, qui aiment le triathlon, qui sont passionnés, mais
qui gardent un certain recul. Puis il y a les triathlètes un peu extrêmes qui vraiment, dès la première fois que je les ai au téléphone, ils affichent leurs ambitions, leur souhait de vraiment progresser. Et là, je me dis, ok, avec cette personne, ce type de profil-là, le but, ça va être de le freiner un petit peu. Parce que lui, il va pas me dire qu'il est fatigué, je le sais d'avance, il va pas me dire que c'est trop, parce qu'il va vouloir que je réponde à son envie, alors que je l'entraîne beaucoup. Et c'est là où moi, je dois me méfier, moi, je dois le freiner, lui mettre des périodes de repos. Et à l'inverse, l'autre type d'athlète qui a besoin de se faire pousser un petit peu, je vais essayer de trouver des techniques, des stratégies pour sortir un peu de sa zone de confort. En général, c'est pas une science exacte, mais je retrouve un peu ces deux profils-là. Mais je me prends beaucoup de pincettes et je me méfie beaucoup des athlètes qui sont très très motivés, parce que trop motivé, ça peut amener à faire des erreurs parce qu'on est biaisé en fait. Et comment tu fais pour les catégoriser? Enfin, comment tu fais pour savoir ce que t'as un athlète A et un athlète B, c'est quoi tes critères? Déjà, je regarde son passif en termes d'entraînement, c'est-à-dire que quand je commence avec un athlète, j'analyse ses données, ce qu'il a fait avant. Et en fait, ces athlètes-là, on va voir qu'ils ont une constance extrême, quoi. Il y a presque pas de jours de repos, ils sont très très carrés, pas de période off. L'été, ils vont pas prendre un mois pour partir en vacances, c'est pas possible, ils s'entraînent tout le temps. Je le vois aussi dès que je les ai au téléphone ou quand je discute avec eux. Un simple échange permet de comprendre ce que la personne a au fond d'elle, quoi. Quels sont ses objectifs, quelle ambition elle a. Et simplement avec ces paramètres-là, j'arrive à peu près à savoir comment est mon athlète. Et puis après, ça se fait également au fur et à mesure, quoi. Et il y a quelque chose que tu dois prendre en compte aussi en tant que coach, c'est tout ce qui est autour de l'entraînement, c'est-à-dire la vie, parce que est-ce que l'athlète en fait que tu vas coacher, est-ce que c'est quelqu'un qui est très actif dans sa vie, tu vois, est-ce que c'est quelqu'un qui fait plutôt un 4/5e et des horaires plutôt 9 to 5 de bureau assez classiques, ou bien est-ce que justement c'est des gros bosseurs, ou même peut-être des gens qui ont des boulots physiques, manuels, qui fatiguent aussi de par la nature de leur métier. Donc comment tu fais pour intégrer ça aussi? Parce que moi je trouve que ça c'est pas quelque chose de facile. Je peux dire à mon coach, oui, écoute, cette semaine j'ai une grosse semaine niveau boulot, ouais, fine, mais tu vois, c'est pas forcément, jusqu'où est-ce que tu vas pour personnaliser aussi le truc et prendre en compte en fait tous ces paramètres-là. Alors, tout ça se fait beaucoup déjà avec l'échange et aussi avec le temps. C'est-à-dire que moi, je sais ce que je sais ce que font comme travail mes athlètes. Donc j'arrive à savoir déjà quelle est leur vie à côté, est-ce qu'ils ont des enfants. J'essaie vraiment d'avoir un peu tous les paramètres. Et effectivement, ça va complètement changer. C'est-à-dire qu'un athlète qui a un travail physique, c'est une charge. C'est pas une charge d'entraînement, mais c'est une charge quand même. Un athlète qui a des horaires décalés, eh bien, il va peut-être avoir des moments où le sommeil il va être plus court. Si un athlète me propose par exemple des créneaux d'entraînement, il me dit moi je peux m'entraîner le matin à 6h et quelques et puis le soir à 20h et quelques, à un moment donné je vais me dire ça c'est pas, même si lui me dit qu'il peut, je sais que là c'est pas jouable. Donc il y a tous ces paramètres là à prendre en compte, mais ça peut se faire qu'avec l'échange avec l'athlète pour vraiment et le temps pour vraiment connaître la personne et son contexte de vie, quoi. Ok, et du coup, t'as des allers-retours aussi avec tes athlètes, enfin, je sais pas, ça dépend, t'as peut-être des formules différentes, et voilà, mais dans quel, parce que je pense que l'athlète a toujours besoin d'avoir un minimum de maturité aussi, et de prise de recul sur l'entraînement, c'est-à-dire que, mon coach m'a dit que je devais faire ça, et bon, mon coach savait peut-être pas que en fait j'allais faire une nuit blanche parce qu'il y a un enfant en bas âge, parce que j'ai dû bosser comme un dingue pour remettre un livrable pour un client, enfin j'en sais rien, il peut se passer plein de trucs, et il y a des moments où tu dois adapter et t'as pas forcément ton coach à disposition, ou il est peut-être pas dispo, enfin, voilà, tu dois prendre une décision tout seul en tant qu'athlète, quoi. Et pour ça il faut les éduquer aussi, est-ce que ça fait partie aussi du rôle du coach? Totalement. C'est hyper important pour un athlète d'avoir une certaine forme d'autonomie, c'est-à-dire qu'il sache que, ok, aujourd'hui je suis très fatigué, j'ai une séance qui est vraiment dure, et si je suis trop fatigué, c'est pas parce qu'elle est marquée sur le plan que je dois la faire. Donc ça, bien sûr, j'essaie de le travailler au quotidien. On a toujours des échanges, c'est-à-dire qu'il y a l'application que je vais utiliser. Je demande aux athlètes à chaque séance de noter leurs sensations, le RPE, la difficulté de 1 à 10, et j'essaie vraiment de développer cette autonomie, c'est-à-dire que moi je leur dis des fois quand ils ont fait une séance qu'ils n'auraient pas dû la faire, je leur dis prochaine fois quand tu es dans cette situation là tu ne fais pas la séance, ou alors tu la réduis, ou alors tu me contactes avant et si on a le temps d'avoir cet échange là, je modifie ta séance. Mais pour moi
je vais toujours préférer que l'athlète saute une séance pour faire plutôt de la basse intensité, plutôt qu'il se force à faire une séance intense juste pour mettre Training Peaks en vert, quoi, pour valider les séances. Voilà, ça c'est pas l'idée. Ce que j'essaie bien d'expliquer, c'est que moi j'ai pas la science infuse et j'ai pas la main sur leur style de vie. Donc s'ils sont trop fatigués et qu'il y a quelque chose de marqué sur le plan, il n'y a aucun souci pour le décaler. Voilà, le bon plan, c'est pas le plan qui est marqué, c'est le plan qui va convenir à leur contexte, à la situation, au moment, quoi. Et donc du coup, ce serait quoi pour toi les 3, 5, les 10 règles que tu recommandes à tes athlètes pour adapter le plan en fonction des imprévus? Alors déjà, je dirais la difficulté déjà à l'échauffement, c'est-à-dire que l'athlète, quand il se connaît, il est capable à l'échauffement de dire « Ok, aujourd'hui c'est dans un bon jour ou dans un mauvais jour ». Et à partir de ça, l'athlète il doit être capable de se dire, s'il est vraiment dans un mauvais jour, d'être à l'aise avec le fait de dire « Ok, aujourd'hui j'ai une séance intense, je la fais sauter et je fais juste un footing ou juste une sortie à basse intensité ». Voilà, donc déjà ça, l'athlète il sait également analyser un peu ses données de fréquence cardiaque, ça j'essaie d'en parler régulièrement. Donc s'il voit que la fréquence cardiaque elle est trop basse, qu'elle ne monte pas, il sait que la branche du système nerveux autonome, la branche parasympathique, elle est peut-être trop active, elle vient freiner la montée de l'AFC. Donc si c'est trop important, peut-être que, pareil, faire sauter la séance d'intensité, c'est ok, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment tous ces petits paramètres que la tête va apprendre au fur et à mesure avec moi, parce que moi j'ai aussi un rôle d'apprentissage, c'est pas juste donner des séances, la tête des faits, point final, c'est aussi de lui apprendre à s'auto-réguler, à comprendre des choses. Par exemple, je vais souvent utiliser également pour les athlètes ce que j'appelle des intervalles autorégulés, c'est-à-dire que je donne un format de séance. Je vais dire à l'athlète, aujourd'hui tu vas faire des 1000 par exemple en 3 minutes 20 avec une récupération d'1 minute, et tu vas faire ce format de séance là jusqu'à atteindre une difficulté de 8 sur 10 ou 2 répétitions de réserve. Et comme ça, là, c'est à l'athlète de s'auto-gérer, s'auto-réguler. Il va se dire ok, je pars sur mes 1000 sans pression de me dire je dois en faire tant. Et si je suis dans un bon jour, peut-être que je vais en faire 12. Si je suis dans un mauvais jour, peut-être que je vais en faire 8. Mais c'est pas grave, le stimuli, il sera le bon. On sera sur la bonne difficulté. Le niveau de performance varie d'un jour à l'autre. Donc, savoir s'autoréguler, pour moi, c'est vraiment c'est fondamental. C'est super dur, ça, de dire là, je suis à 8 sur 10. Bah, moi, j'aime bien utiliser le concept sinon de répétition de réserve. Se dire, au bout d'un certain... Se dire à chaque fin de répétition, ok, là, si je me donne à 100%, combien je peux en faire encore, voilà, okay. En étant totalement honnête. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on a ce raisonnement-là après l'entraînement, on dit toujours, oh, j'aurais pu en faire 2, 3 de plus. Alors qu'en vrai... Ça, c'est surtout vrai après les courses. Hein. C'est ça, c'est ça. Ouais, non, mais en fait, en réalité, j'aurais pu descendre encore 5 minutes facile. Non, mais c'est juste que... pourquoi tu l'as pas fait, du coup? Non, mais... Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'est exactement ça. Et ça fait la même chose après une séance. C'est-à-dire que, mettons, un athlète qui fait 10 fois 1000, une fois qu'il a récupéré, qu'il est redescendu un peu, il va dire « Oh, je pense que j'aurais pu en faire 2 de plus. » Alors qu'au final, peut-être que même une de plus, ça passait pas. Donc, c'est pour ça que c'est bien de le faire dans la séance et se dire à chaque fois « Ok, là, si je me donne à 100%, combien je peux en faire encore ?» Et à partir de là, moi, j'aime bien couper à 2, enfin, quand c'est une séance, par exemple, VO2 max, couper à 2 répétitions de réserve. Et ça suffit pour engendrer les bonnes adaptations sans aller trop loin dans la fatigue. C'est toujours une histoire de ratio bénéfice-risque, quoi. Est-ce qu'elle finir à 100%, ça apporte vraiment beaucoup plus de bénéfices pour des risques de blessures qui sont quand même largement supérieurs? Bon, il faut toujours avoir cette balance un petit peu, quoi. Ouais, c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'évidemment, c'est toujours plus facile d'arriver à 100% parce qu'au moins tu sais que voilà, là le 1000 là je suis plus en 3,20, donc je sais que je dois arrêter, c'est bon, c'est fini, quoi. Si tu dois estimer je pense qu'on a toujours tendance à être un peu optimiste aussi, non? À se dire non mais c'est bon, ça va là, ça va passer là le prochain. Ah, totalement. Et ça peut aussi, enfin, ce qui se passe souvent, sur les athlètes qui ont tendance à trop se donner comme ça, et ça va aussi avec les athlètes qui sont très ambitieux, hein. Ils ont tendance à vouloir aller faire des séances de héros un petit peu à chaque fois. Et ce qui se passe, c'est qu'après, ils sont déçus en compétition. Parce que ils vont faire, par exemple, 6 fois 1000, je sais pas, en préparation d'un 5 km. Ils vont réussir à tout passer en 3,10. Ils vont dire, OK, sur le 5 km, je vais réussir à courir en 3,10, quoi. Mais en fait, pendant la séance, ils étaient déjà à fond. Donc après, une fois qu'ils partent sur le 5 km, au bout de 2000, ça chute et puis c'est fini, quoi. Donc ça amène aussi à des déceptions, parce que à la fois les blessures, les déceptions, et sûrement le surmenage aussi, quoi. Ok, mais donc pas hésiter à remplacer une séance haute intensité par une basse intensité à partir du moment où tu reconnais que tu es dans un mauvais jour, soit parce que en termes de sensations, soit au niveau de la variabilité cardiaque. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu recommanderais à tes athlètes? Alors,
Tu parlais de variabilité cardiaque, moi c'est quelque chose que j'ai utilisé pendant 2 ans quasiment avec pas mal d'athlètes, donc j'ai pu avoir accumulé pas mal de données. Ça peut être un indicateur intéressant, mais moi j'y trouve des limites, dans le sens où quand l'athlète se lève et qu'il se met directement en entraînement, donc je mets ma ceinture cardio, je prends ma HRV, je regarde ce que ça donne, je me lève, je vois que la HRV n'est pas bonne, donc dès le matin, surtout pour l'athlète qui est très motivé, très ambitieux, dès le matin il commence à cogiter, après je suis pas dans un bon jour, ce soir ça va être dur, tout ça. Donc ça peut être intéressant parce que ça donne des données qui sont assez bien corrélées au niveau de forme, mais ça peut aussi impacter la vie de l'athlète dans le sens où on le met tout le temps en mode entraînement et on sait quand même que bien récupérer, c'est aussi récupérer mentalement. Donc savoir être hors de l'entraînement et dans l'entraînement. C'est-à-dire entre 2 séances, savoir totalement couper. Pas être là en train de penser à la suivante sans cesse. Savoir faire autre chose, se libérer l'esprit. Et je trouve la HRV, ça participe à rester dans une constante pensée autour de l'entraînement. Et ça peut être délétère pour certains athlètes. Pas pour tous, mais pour certains, ça peut l'être. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est quand tu vois Enfin, en fait, quand tu te dis, parce que on a pas mal abordé aussi cet aspect de gestion du temps, de productivité, voilà, comment tu casses tes heures d'entraînement sur ta semaine. C'est pas toujours facile. Et pour moi, il y a quand même des petits trucs, tu vois, que tu peux appliquer assez facilement. Parce que forcément, quand tu as un plan d'entraînement, surtout quand tu es quelqu'un de consciencieux, d'ambitieux, tu vois, t'as envie d'arriver à tes objectifs, donc forcément, t'as envie de le faire. Enfin, pour moi, par exemple, j'ai une sortie à haute intensité, me dire que je vais pas la faire et que je vais juste faire un footing, moi, je sais que je me sens hyper mal si je dois faire ça, tu vois. Vraiment, je serais pas à l'aise du tout et je m'en voudrais toute la semaine. Je te filerai ses coordonnées pour lui faire une ordonnance. Mais donc je sais que c'est pas facile. Mais du coup, j'ai l'impression que parfois aussi, c'est peut-être une erreur que j'ai commise aussi. Et aujourd'hui, je pense que ça va un peu mieux, mais c'est que j'avais tendance à me dire, en fait, non, j'ai pas le temps ou j'ai une sortie, je sais pas, je dois faire 1 heure de sortie course à pied, mais j'ai plus que 50 minutes. Bah écoute, tant pis, je la ferai pas, tu vois, ou je la ferai à un autre moment. Et en fait, c'est con, tu vois, tu te dis, fais 50 minutes. Il vaut mieux faire 50 minutes que 0. Donc au final, si tu la reportes à un autre jour, au final, tu la feras pas. Donc en fait, fais 50 minutes et il vaut mieux raccourcir un petit peu tes séances. Mais au moins tu l'as casé et tu l'as faite, quoi. Quitte à faire sauter un peu le retour, le cool down par exemple à la fin, où oui, c'est toujours bien d'avoir un cool down, mais bon, voilà, au pire, privilégie plutôt quand même l'échauffement, c'est plus important si tu comptes faire des intervalles un peu plus explosifs, mais sinon, voilà, tu coupes un petit peu la fin de l'entraînement. C'est pas très grave, mais si ça te permet de le caser dans ta semaine, fais-le, tu vois, parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence. Il vaut mieux au final t'être entraîné à 80% qu'à 50% parce que t'as sauté une séance sur 2, quoi. Et ça m'est arrivé encore ce matin, j'avais un rendez-vous, il me restait plus que 50 minutes et j'étais censé aller courir, je me suis dit, ok, tant pis, j'y vais en courant. Et j'arriverai tout juste à temps, et il m'a manqué 1 kilomètre, 1,5 km, c'est pas grave, tant pis, voilà, au moins je suis déjà plus tranquille, tu vois. Exactement, ouais, c'est clair. Et moi j'essaye en plus d'expliquer aux athlètes, de raisonner un peu en hiérarchie. Il existe la hiérarchie, la pyramide des hiérarchies des besoins en sport d'endurance que Stephen Seiler a faite, qui catégorise en fait les hiérarchies, enfin les besoins pour être performant en sport d'endurance. Et le premier, c'est le volume et la fréquence. Donc c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes athlètes, c'est que quoi qu'il arrive, ce qui est le plus important, la base de tout, c'est de garder ton volume, ta fréquence. Ensuite, si tes intervalles à haute intensité, elles doivent sauter, c'est pas grave. Si c'est un peu plus court que prévu, c'est pas grave, tu gardes quand même la fréquence. Il faut se concentrer, pour moi, quand on s'entraîne, sur l'essentiel. Qu'est-ce qui va me faire progresser à long terme et essayer vraiment de tout baser sur cette hiérarchie-là. C'est-à-dire que d'abord, on s'occupe du bas de la pyramide, le volume, la fréquence, de quoi j'ai besoin de progresser, quel volume est nécessaire et qui correspond bien sûr à mon mode de vie. Et ensuite, si des fois je dois réduire un peu, c'est pas grave, je garde ma fréquence. Si ma séance d'intervalle elle saute cette semaine, c'est pas grave. Voilà, on régresse pas en faisant sauter une séance d'intervalle d'une semaine à l'autre. Par contre, si on baisse le volume drastiquement pendant 15 jours, là effectivement, c'est un peu plus problématique. Donc, moi, j'essaie vraiment de raisonner comme ça, en hiérarchie, en besoin. Et ce que je vois, c'est pour ce qui est des intervalles à haute intensité, c'est que on en fait souvent trop que pas assez. C'est-à-dire que les athlètes ont toujours tendance à vouloir faire
une séance VO2 max, une séance seuil, une séance... Il va falloir toujours tout placer, sans comprendre que physiologiquement parlant, une séance VO2 max et une séance seuil, même si dit comme ça peut paraître un peu bizarre, ça donne des adaptations qui sont assez proches. Donc on n'a pas besoin de faire un entraînement pour chaque qualité tout le temps. Si tu fais une seule séance VO2 max dans ta semaine, il n'y a pas de souci, ton seuil il va quand même progresser, il va au moins quand même se maintenir, il n'y a pas de problème. Donc j'essaie d'expliquer tout ça à mes athlètes pour que eux, ça fait partie du système un peu du développement de leur autonomie, pour que eux comprennent et fassent des choix plus intelligents. Quand l'athlète comprend, il a plus de facilité à faire des choix logiques et cohérents, quoi. C'est intéressant, tu parles de la pyramide de Stephen Seller. Si on reprend un petit peu, donc on l'a compris, hein, la référence à la pyramide, c'est un peu la fameuse pyramide des besoins de Maslow, hein, mais qui a été revisitée pour les sports d'endurance. Si on reprend un petit peu toutes les différentes étapes, donc c'est plusieurs étages, hein, donc le bas de la pyramide, c'est ce que tu disais, la fréquence totale et le volume d'entraînement. Donc ça veut dire s'entraîner beaucoup, mais peut-être plus à basse intensité, mais en tout cas garder une fréquence, quoi. Ensuite, on a les entraînements de haute intensité, qui sont quand même, c'est ce qu'on appelle aussi souvent les entraînements qualitatifs. Donc c'est de dire, si tu fais pas d'entraînement qualitatif de haute intensité où tu vas te fouetter un petit peu, bah tu vas pas progresser. Donc ça vient. Ouais. C'est assez vrai. Après, ce qui est important de comprendre, c'est ces proportions, c'est la distribution. Donc l'étape juste après. Et c'est vrai que ce que les athlètes ont tendance à oublier, c'est cette distribution-là. C'est qu'ils ont tendance à vouloir faire trop d'intensité, et c'est souvent ça qui pose problème. C'est-à-dire que moi, ce que je conseille en général pour les athlètes, je vais jamais mettre un athlète, sauf quelqu'un qui s'entraînerait vraiment beaucoup, plus de 2 séances difficiles par sport dans le triathlon. Ça veut dire que un athlète qui s'entraîne par exemple 15 heures par semaine, il va avoir juste 3 séances dures dans sa semaine, mais jamais plus, quoi. Et pour moi, c'est déjà beaucoup. Quelqu'un qui s'entraîne 10 heures, on va peut-être pouvoir alterner, c'est-à-dire faire une séance intense à vélo et en course à pied, et la semaine d'après, une séance intense en natation, en course à pied, puis ensuite vélo. On peut alterner, mais on n'est pas obligé de tout caser dans une même semaine. Et pour moi, ce qui pose le plus de problèmes dans les blessures et le surmenage, ça va plutôt être cet aspect distribution des intensités. Donc ça, c'est le point 3, effectivement, le fameux 80-20. Bon, après, plus ou moins, hein, ça dépend. Encore une fois, il y a plusieurs écoles. Donc, Ensuite, on a la périodisation annuelle. Ouais. Donc le fait d'avoir des cycles macro, Exactement. méso, micro. Exactement. Et ce qu'on peut voir sur cette pyramide-là, c'est qu'en fait, elle est basée sur des évidences scientifiques, voilà, qui sont basées à la fois sur de la science et du terrain. Et on s'aperçoit qu'il y a certaines choses, par exemple comme la périodisation annuelle, qui est peut-être un petit peu surestimée. C'est-à-dire que des fois, on va dire voilà, il faut que voilà, on sait qu'aujourd'hui il n'y a pas un modèle, par exemple, qui est mieux que les autres. On sait que ce qui va être important, c'est bien organiser sa saison avec une certaine logique, mais que tu fasses un modèle inversé, linéaire, ondulatoire, probablement tu auras à peu près les mêmes résultats. Et ça, c'est intéressant parce que cette pyramide, elle remet un peu les choses dans l'ordre sur vraiment ce qui va être intéressant. Et c'est toujours pareil, ça veut dire que pour un athlète, plutôt que des fois se concentrer sur avoir une périodisation, une planification au millimètre, quelle séance je fais à tel endroit, peut-être qu'il ferait mieux de se concentrer juste sur garder déjà son volume à l'année, ne pas se blesser, ne pas se surmener, et juste ça, déjà, ça le rendra plus fort, s'il se base vraiment sur la base de la pyramide, quoi. C'est intéressant. Et effectivement, comme tu dis, hein, il y a plusieurs écoles. Tu parlais de linéaire, ondulatoire, etc. Il y a quand même certaines choses qui vont rester, peu importe les écoles, entre guillemets. C'est que la charge, elle, va aller en augmentant, hein, donc entre le début de saison et les périodes la saison de course, quoi. Et que les séances seront de plus en plus spécifiques. Ça, peu importe l'approche, au final, c'est deux. Je dirais que c'est les deux éléments clés qu'on va retrouver dans toutes les préparations sportives. Tu vois d'autres éléments ? Bien sûr, ça va être surtout pour moi la spécificité, et c'est ça aussi qui va déterminer quel type de périodisation ou de planification j'utilise en fonction de mon sport. C'est-à-dire que une périodisation qui est linéaire, où on commence en général par des volumes hauts, et ensuite on les baisse un petit peu ou on les maintient, puis on monte l'intensité progressivement, ça va correspondre plutôt à des sports à courte durée.
puisqu'on va on commence par un entraînement avec beaucoup de volume, et puis on monte l'intensité au fur et à mesure, puisque la spécificité de l'épreuve, c'est l'intensité, c'est quelque chose d'intense. Quelqu'un qui prépare du 3000, du 5000 en athlétisme, par exemple, la périodisation linéaire convient très bien. Mais ensuite, pour l'Ironman, par exemple, ça va être différent, parce que la spécificité de l'Ironman, c'est la durée. Donc, le volume est spécifique à l'épreuve. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas commencer par des volumes hauts, puis ensuite les baisser à l'approche de l'épreuve. Donc, on va peut-être faire un peu plus l'inverse. Commencer par un entraînement très polarisé, et puis au fur et à mesure monter le volume, monter les intensités spécifiques, basculer sur un modèle plutôt pyramidal. Donc, ça va dépendre, le système va dépendre du sport, également la culture, parce que la culture a un rôle là-dedans. C'est-à-dire que si tout le monde utilise un système, ça va être compliqué pour un athlète d'en sortir, de se dire non, moi je vais faire complètement différemment. Non, la culture va avoir un rôle important, puisque on va avoir inconsciemment l'envie de faire un peu comme ce qui est fait culturellement, quoi. Et à ce niveau-là, culturellement, parce qu'on a fait un épisode justement sur les méthodes d'entraîner latines versus anglo-saxonnes. Pour toi, c'est quoi, enfin, quand tu parles de culture d'entraînement, ça veut dire quoi en fait? Il y a une notion d'histoire dedans, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde ce que font les Norvégiens, ils ont toujours eu historiquement ce système un peu d'entraînement au seuil. Ils ont été vachement basés sur ça. C'est-à-dire que ça se fait depuis peut-être 30, 40, 50 ans qu'ils ont un peu cette approche-là, qu'ils ont amélioré un petit peu, et qu'ils ont personnalisé et qui continuent d'utiliser aujourd'hui. Mais on en revient même, tant que ça répond aux principes de base, au volume, l'intensité, la distribution, ça va fonctionner. Ensuite, on va voir que, par exemple, les Allemands, puisqu'on a eu 3 Allemands, par exemple, sur le podium au championnat du monde à Lahti, donc d'Alpha Ironman, on voit que eux, ils ont un système d'entraînement beaucoup plus polarisé. Donc peu d'entraînement au seuil, beaucoup de basse intensité, beaucoup de haute intensité, malgré le fait qu'ils fassent des 70.3, ils ont un système un petit peu différent. Les Anglais vont avoir un petit peu ce système-là aussi. Donc on voit en fait que ça dépend même des nations, mais de toute manière, ce que je veux dire, c'est que tant qu'on répond aux principes de base, ça va fonctionner. Voilà. C'est quand même marrant parce que tu regardes tous ces athlètes internationaux, il y en a quand même beaucoup qui se font même coacher par des athlètes. Il y a plein d'athlètes belges ou français qui se font coacher par des coachs portugais ou américains. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a quand même. C'est aussi marqué que ça, tu trouves, les types d'entraînement selon les pays? Ouais, moi je trouve. Alors, ça va. Après, forcément, ça va dépendre un petit peu. Si on prend par exemple les frères Brownlee qui s'entraînent toujours en Angleterre, ou bien là les 3 Allemands qui finissent sur le podium au championnat du monde 70.3, ils sont entraînés par des entraîneurs allemands. Donc effectivement, après quand les athlètes vont chercher des entraîneurs d'ailleurs, je pense à Rudy Von Berg qui fait il me semble 4e ce week-end à Nice, qui est entraîné par un Norvégien, donc le frère de Gustav Iden. Donc forcément, il va utiliser la méthodologie norvégienne. Donc effectivement, on peut avoir ce switch-là qui se fait de plus en plus où les athlètes vont chercher ailleurs, mais quand même, on garde ce truc-là. Moi c'est vraiment un truc que je fais beaucoup, regarder, analyser ce que font les autres un petit peu pour comprendre. Je me rends compte quand même que cet aspect culturel, il est vachement présent, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, tant qu'ils répondent aux principes de base, ils utilisent juste des routes différentes pour aller au même endroit. Au final, ça donne à peu près les mêmes résultats. Les niveaux de performance sont assez similaires, quoi. Ouais, tu crois que tu vas modifier du coup ton approche, tes entraînements, Bastien, parce que si j'ai bien compris, toi aussi, tu as changé de région. Bon, tu es resté dans le même pays, mais du coup, est-ce que les entraînements entre la Bretagne et la Provence-Alpes-Côte d'Azur vont changer? Alors, à part mettre le home trainer dans la cave, je pense pas que ça va changer grand-chose, mais... Ouais. Bon, t'as peut-être plus d'accès à la mer, mais là, en tout cas, ce sera pour toi, pas forcément pour tes athlètes. Non, c'est super intéressant comme approche. Effectivement, il y a l'histoire de culture. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une histoire de mode? Parce que tu l'as dit, si on prend par exemple les Norvégiens qui ont pas mal performé, beaucoup de gens se sont aussi un petit peu inspirés de leur système d'entraînement pendant un moment. Maintenant, on switch peut-être sur d'autres modes, d'autres façons de voir les choses. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a aussi une mode où ça reste assez culturel dans l'approche de l'entraînement? Non, bien sûr, il y a aussi une mode. Hein. Les Norvégiens, ils ont beaucoup influencé. Forcément, ils arrivent avec une méthode qui est bien à eux et ils raflent tout. Donc, naturellement, tout le monde regarde ce qu'ils font et en plus, ils sont très transparents. C'est-à-dire qu'on peut regarder des vidéos sur YouTube, ils ont une communication qui est très bonne, donc on peut vraiment suivre ce qu'ils font.
Et forcément, on regarde par exemple l'analyse du lactate, ça existe depuis très longtemps, les appareils existent depuis très longtemps, mais on voit que cette utilisation, elle a été vraiment accrue et beaucoup plus présente chez les athlètes depuis que les Norvégiens sont devant la scène, que ce soit en athlétisme ou en triathlon. Ils ont apporté ça. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est que c'est des cycles. On essaie de découvrir autre chose. On se rend compte que finalement, c'est pas si révolutionnaire que ça, mais ça nous a quand même apporté des choses. Et puis, on assimile et puis on passe à autre chose. Donc, ça permet de toujours élever le niveau de l'entraînement, le niveau de compétence, mais on révolutionne pas les choses non plus parce qu'on voit que les principes restent les mêmes. Les Norvégiens, ils font de la basse intensité, ils font des séances difficiles, comme tout le monde. C'est juste la nature de leurs séances difficiles qui va changer un petit peu, mais rien de plus. Ok, donc du coup, tu sais quoi, c'est des séances un petit peu plus longues, mais au seuil, là où les Allemands ou les Anglais, comme tu disais, avaient tendance à aller encore peut-être quelque chose d'un petit peu plus court, mais un peu plus intense, quoi. Exactement, ouais, c'est vraiment ça. C'est que les Norvégiens ont tendance à faire des entraînements un peu en dessous le seuil ou au seuil, donc forcément des volumes de séances plus importants. Et c'est peut-être aussi ce qui explique leur passage réussi sur longue distance. Donc, ça a peut-être joué à ce niveau-là, par exemple. Alors il y a quelque chose quand même qui est assez particulier aussi. Alors est-ce que c'est dû à l'approche norvégienne ou est-ce que c'est quelque chose de très individuel? Mais nos deux Norvégiens qui cartonnent en ce moment, leur grande caractéristique, c'est qu'ils sont aussi bons sur le court que sur le long. Et ça, il y a quand même je connais peu d'autres athlètes qui gèrent autant sur les deux distances. Alors j'aurais tendance à nuancer un petit peu pour Gustav Iden, parce que Gustav Iden sur courte distance, il a fait deux podiums aux Bermudes, mais au-delà de ça, il a jamais trop réussi à, même si même au JO à Tokyo, il fait une excellente place, j'ai plus en tête, mais il est aux avant-postes. Bon, il a jamais réussi à le faire aussi bien que Christian, où vraiment Christian lui a réussi à tout rafler, titre de champion du monde, Jeux olympiques. Et puis après, c'est toujours pareil, c'est que c'est deux personnes seulement. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est lié à leur méthode ou est-ce qu'il n'y a pas une part aussi on sait qu'il y a une part de génétique aussi. Donc, il faut toujours prendre avec des pincettes, mais effectivement, ils ont quand même réussi quelque chose que peu de personnes ont réussi à faire. À part Yann Frodeno qui a réussi à gagner des Jeux et également le championnat du monde de foot. Oui, mais attention, sur une carrière qui vient de terminer, enfin là on enregistre sur plusieurs saisons. deux jours après sa dernière course à Nice, mais donc il a fait ça sur quoi, 2 décennies. Exactement. Donc il y a une belle... on a vu une progression, mais là c'est vrai que les Norvégiens, et ce qui est étonnant, c'est que c'est 2 Norvégiens, c'est en même temps, c'est quand même... Ouais, exactement, ouais. C'était forcément, puis ce qui est assez fort de la part des Norvégiens, c'est que c'est 2 athlètes qui ont été formés du début à la fin. Ouais. C'est-à-dire que c'est des athlètes qui ont été détectés au début de l'équipe nationale de triathlon, c'était les premiers, ils faisaient partie des premiers à rentrer dans cette équipe-là, et ils sont toujours là aujourd'hui, sans avoir jamais changé d'entraîneur, et ça c'est assez fort parce que ça veut dire qu'ils ont une structure et une croyance en leur fédération qui est assez solide quand même en leurs entraîneurs, parce que on voit qu'ils sont quand même convaincus que leur méthode est la meilleure ou une des meilleures. On sent vraiment, il n'y a pas de doute, et ça participe aussi à leur réussite, sûrement parce qu'ils se disent on est les plus forts, on a des entraîneurs qui sont au top, on a un aspect scientifique qui est au top, et cette croyance en plus d'un entraînement qui est très qualitatif, c'est une véritable plus-value. Mais c'est vrai que les Norvégiens aussi ont culturellement ils ont gagné déjà énormément de médailles aux Jeux, etc. Tout ce qui est ski de fond par exemple. Donc ce qui est aussi un sport d'endurance, et c'est quelque chose de très le ski de fond là-bas c'est un moyen de déplacement. C'est comme toi tu prends ton vélo pour aller bosser, eux ils prennent leur ski de fond en hiver, c'est comme ça. Et donc voilà, je pense qu'il y a aussi quand même cet aspect culturel qui est peut-être plus important. Bien sûr. Puis il y a un aspect recherche aussi, où par exemple on parle de Stephen Seiler qui a fait énormément pour les sports d'endurance. Il me semble qu'il est norvégien, je ne sais plus s'il y habite encore, mais il est norvégien, donc c'est tout un ensemble de choses où ils sont très portés sur les sports d'endurance. Forcément, leur culture, l'aspect culturel est très fort. Et donc, on a parlé des Norvégiens et des Allemands et des Anglais. Quid des Latins ou peut-être que dans les Latins, il y a encore des différences, mais les Français, par exemple, c'est quoi la manière de s'entraîner chez les Français? Alors, nous, on a un système d'entraînement qui est généralement, qui après, c'est très polarisé, on est très porté sur les entraînements VMA, PMA, un peu, mais ça varie beaucoup. C'est-à-dire qu'en France, j'ai quand même cette impression que on commence à regarder beaucoup ce qui se fait ailleurs, et je trouve qu'on a une génération d'entraîneurs quand même qui est très ouverte.
et qui sortent du cadre fédéral où la Fédé forcément propose une trame avec ses formations fédérales où on entraîne un peu de cette façon-là. J'ai l'impression quand même que moi, de tous les entraîneurs que je côtoie, on commence à avoir de plus en plus d'entraîneurs qui s'ouvrent à tout le monde, et puis vraiment même cette masse d'informations qu'on a aujourd'hui, ça nous permet vraiment de savoir beaucoup de choses. Donc je pense que cet aspect culturel va peut-être s'effacer au fur et à mesure pour vraiment aller vers une méthodologie propre à chaque entraîneur. C'est fort possible. Mais nous en France, on a un avantage qui est assez important, c'est qu'on a la culture des grands prix par exemple, qui a même, enfin, si on nommait l'aspect entraînement, on a vraiment ce truc où on a toujours eu des grands prix de D1, D2 qui sont très relevés, qui donnent envie aux jeunes de se mettre au triathlon, qui fait qu'ils commencent assez tôt, ils s'entraînent beaucoup, ils sont suivis par des entraîneurs, ils vont en D1, et ensuite après, soit ils restent sur le circuit courte distance, et ce qui fait des Léo Bergère, des Vincent Louis, des Dorian Coninck, Pierre Lecor qui sont très très forts, ou bien après ils baignent un peu dans ce circuit Grand Prix, puis ils passent sur longue distance comme Sam Ledlow en allant chercher ce qui leur convient le plus. Donc nous on a quand même un aspect culturel plutôt sur l'aspect compétitif, l'aspect pratique de ce sport qui est assez fort et qui probablement permet aujourd'hui, même Léon Chevalier qui a fait la D1 en duathlon et en triathlon également, qui permet vraiment de développer des athlètes de très bon niveau sans parler forcément d'entraînement, quoi. Si on revient un petit peu sur la pyramide, l'étape 5 c'était les microcycles, donc ça on en a parlé. Ensuite il y a l'amélioration des stimuli d'entraînement. Tu peux nous dire ce que c'est ? Alors ça va être par exemple des méthodes pour augmenter le stress physiologique. Donc ça peut être l'entraînement en altitude, l'entraînement sous chaleur. On sait aujourd'hui que la chaleur et l'altitude, ça peut donner à peu près les mêmes effets, des stress un petit peu différents, mais à la fin des adaptations assez similaires. Donc tout ça, ça va être des petits stimuli qu'on va pouvoir ajouter en plus, mais qui vont peut-être constituer quelques petits pourcents s'ils sont bien gérés et s'ils sont bien assimilés. C'est-à-dire que par exemple, je pense à l'entraînement en altitude. Si un athlète débutant ou intermédiaire va s'entraîner à Font-Romeu en plein été, donc altitude plus chaleur, je suis pas sûr qu'il réussisse à répondre à ce stress. Ça va être un stress vraiment très important. C'est-à-dire, on se rend pas compte, mais Font-Romeu, c'est des cols qui sont très difficiles. Il n'y a pas de plat. En course à pied, c'est pareil. Les 1800 mètres d'altitude, c'est vraiment pas facile. Quand c'est l'été, qu'en bas des cols, il fait 35 degrés, c'est un stress encore plus important. Donc, ça va être bénéfique en plus, mais à condition de bien les gérer et que le niveau de l'athlète soit cohérent avec les stress appliqués. Parce que si l'athlète il est débutant intermédiaire, à peine il va aller dans un col, sans parler de chaleur et d'altitude, il va être en zone 3 directement, quoi. Il pourra même pas tenir sa basse intensité tellement c'est raide. Donc si en plus on ajoute en plus altitude, chaleur, on va avoir un athlète qui va avoir un stress physiologique monstrueux, et est-ce qu'il va s'adapter, c'est même pas sûr en fait, quoi. Ouais, parce que déjà, est-ce qu'il va s'adapter à l'altitude parce que suivant le type d'athlète, il y en a en 3 heures c'est fait, il y en a il leur faut 3 jours, même d'autres presque une semaine. Donc si t'es débutant / intermédiaire et que c'est ton premier stage en altitude, en plus avec la chaleur et en plus l'intensité, bon courage. Exactement. Puis il y a d'autres paramètres qu'on pourrait prendre en compte également, c'est-à-dire que en altitude, pour créer pour avoir un même stress physiologique, on peut être à des puissances ou des allures plus basses. C'est-à-dire que par exemple, si le deuxième seuil en course à pied au niveau de la mer est à 17 km/h, peut-être qu'en altitude, il sera plus qu'à 15,5 ou à 16. En vélo, ça va être pareil, peut-être qu'en bas, ça va être 330 watts, puis en haut, ça va être 300. Mais du coup, si certes le stress physiologique est plus important en altitude, bah, du coup, on va créer des stress mécaniques qui sont plus faibles, puisqu'on va pédaler et courir à des intensités plus basses. Donc, il y a toujours une balance, c'est un petit peu compliqué à savoir est-ce que ça va être positif ou non. Quel est le ratio bénéfice-risque ? Pour moi, l'entraînement en altitude, c'est vraiment réservé pour des athlètes qui ont déjà un certain niveau de performance. Et il ne faut pas non plus en espérer des miracles. Peut-être que certains athlètes, après un camp en altitude, reviennent et se disent « Ouais, j'ai la forme de ma vie », mais peut-être parce que c'est simplement qu'ils se sont entraînés beaucoup, qu'ils ont fait un bon camp. Donc, il faut faire un peu cette distinction ou faire attention au lien cause-corrélation, quoi. Est-ce que c'est l'altitude qui me donne ce niveau-là ou est-ce que c'est juste le fait que j'ai fait un camp ? Enfin, bref. C'est très compliqué de gérer ces stress supplémentaires. Et au-delà de l'altitude, par définition en général, quand tu es en altitude, il y a souvent pas mal de dénivelé. Moi, j'ai l'impression que quand je pars rouler en montagne, je reviens. Bon, moi, je vais en Belgique, donc c'est relativement plat.
je reviens en Belgique, j'ai une forme mais d'enfer. Enfin, tu vois, je sens que j'ai pris de la force, quoi. Est-ce que l'entraînement à altitude n'est pas fort lié à ça aussi? Alors, ça peut être l'altitude ou ça peut être aussi l'école. Le fait d'avoir une prise constante pendant des cols qui vont durer 1 heure ou plus, eh ben, ça va créer des stress mécaniques qui sont assez importants. Comme les athlètes, après, pour avoir vécu en Bretagne, j'ai fait des cycles de 2-3 mois où je roulais uniquement sur home trainer. Quand on repasse sur route après, on a l'impression que voilà, on a une force un peu illimitée, quoi. On s'est habitué à rouler sans arrêt, vraiment en prise tout le temps. Et quand on repasse sur route, tout est plus facile, quoi. Donc, est-ce que c'est lié à l'altitude? Peut-être un petit peu ou peut-être pas. Mais c'est dur de savoir quel facteur a influencé le plus ta forme au moment où tu redescends. C'est ça. Okay. Ouais, puis il y a d'autres paramètres encore qui rentrent en jeu. On en a parlé tout à l'heure. Hormis certains sportifs professionnels, et encore, on a aussi tous un boulot, une famille, une vie du quotidien. Et souvent, quand tu pars en stage, que ce soit en altitude ou ailleurs, tu coupes avec un bout de cette vie-là. Alors c'est bête à dire, mais quand t'es parent, t'as pas les enfants qui traînent dans les pattes pendant que tu vas faire ton stage. T'as pas forcément le boulot, donc tu as peut-être aussi un certain repos que tu peux malgré tout générer pendant ce stage. Et puis il y a aussi la partie nutrition. Pareil, souvent quand tu pars en stage, tu vas pas faire apéro, sauciflard toute la journée ou plusieurs jours dans la semaine. Tu as une alimentation beaucoup plus posée, beaucoup plus saine, ce que tu fais peut-être pas toujours au quotidien. Donc il y a effectivement beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu dans non seulement la préparation, mais aussi l'analyse des bienfaits ou des méfaits de telle ou telle chose. Ah, bien sûr, bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est quand un athlète part en stage, sa capacité de charge, c'est surtout ça qui va beaucoup jouer, c'est que sa capacité de charge, elle augmente drastiquement. Il a plus il a plus ou peu de contraintes professionnelles. Il y va que pour s'entraîner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge psychologique non plus où on rentre, faut faire à manger vite, il y a l'heure, tac, faut aller au lit, machin. Non, c'est un peu, je suis en vacances, je m'entraîne, donc la charge psychologique elle est réduite, la charge physique également puisqu'on a moins de choses à faire. Donc on est vraiment pleinement sur l'entraînement. Maintenant, ce qu'il faut faire attention pour les amateurs, c'est de ne pas trop monter la charge d'entraînement, parce qu'on va avoir beaucoup d'amateurs qui s'entraînent une dizaine d'heures par semaine sur l'année et qui partent en stage, ils vont faire 30 heures. Ils vont multiplier par 3. Donc là, s'adapter à ce stress-là et ne pas se blesser, il faut faire attention, quoi. Il y a quand même, on voit aujourd'hui, on a pas mal d'études assez solides qui nous montrent que un stress ou un surmenage trop important est de toute façon peu ou pas bénéfique à une progression. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui que créer une petite fatigue qui entraîne une petite baisse de performance, c'est l'idéal. Aller dans un schéma où on se retrouve en fin de stage sur les rotules, où on est plus performant, on sera incapable de passer une grosse séance, on sait qu'on est allé trop loin. Donc il y a comme ce truc-là où moi j'ai un peu... Je trouve que les amateurs devraient au maximum arriver en stage, multiplier par 2 leur charge. 2 c'est beaucoup, mais ils peuvent le faire parce que leur capacité de charge augmente liée au stress en moins, aux contraintes en moins, quoi. Oui, et puis au temps aussi que tu as sur ta semaine, tout simplement. Bien sûr. Bien sûr. J'allais te demander, est-ce que c'est des choses que toi tu conseilles à tes athlètes ou à certains athlètes? Mais la première question qui me vient d'abord, c'est comment on définit un athlète amateur, d'un athlète intermédiaire, d'un athlète de haut niveau? Alors moi, c'est assez simple pour moi. Un athlète amateur, c'est un athlète qui a un travail à côté. C'est-à-dire que même s'il a une licence professionnelle et qu'il travaille 35 heures à côté, il a la licence pro mais il est amateur. Parce que ce qui définit amateur ou professionnel, c'est c'est ton contexte de vie, quoi. C'est quel investissement tu peux mettre face au sport. Pour moi, c'est surtout ça. Voilà. Enfin, moi, je le prends comme ça. Après, bien sûr, un athlète qui a une licence professionnelle peut être catégorisé d'athlète professionnel, mais il n'aura pas le même style de vie, il ne pourra pas s'entraîner de la même façon, quoi. Donc voilà, c'est surtout ce qui va définir ce que tu peux faire, comment tu peux t'investir, c'est ton contexte de vie, quoi. Un athlète qui est pleinement dévoué à l'entraînement, il peut faire des choses que l'athlète amateur ne pourra pas faire. Certains athlètes amateurs vont pouvoir le faire, ils vont pouvoir compenser, s'entraîner 25 heures par semaine, mais quel retour ils vont en avoir? Attention, quoi. Enfin, voilà, c'est quand même risqué, hein, travailler 35 heures, s'entraîner 20-25 à côté. Déjà, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est capable d'encaisser une charge comme ça. Et après, à quel prix?
voilà, c'est quand même quelque chose de très risqué. Ouais. Mais au-delà de la sémantique, justement, tu vois cette différenciation, je t'ai demandé parce que c'est pas rare non plus, c'est pas de voir des athlètes professionnels, des athlètes de haut niveau, des athlètes qui sont payés par leur club et ou par leur fédération et ou par des sponsors, qui finalement ont quand même besoin d'avoir un job à côté. Alors c'est peut-être un mi-temps, il y en a c'est un temps plein, il y en a ils n'ont pas de vrai job à côté, mais ils ont des milliers de projets. Tiens, je regarde à ma droite, même s'il y en a qui ont des jobs, tu vois cette différence qu'on peut faire entre un athlète amateur, un athlète intermédiaire, sans passer dans les athlètes pros. Tu parlais de quand on part en stage, si on est un athlète amateur, tu recommandes de ne pas multiplier de plus que par 2 le volume d'entraînement pendant ce stage. Justement, où est-ce que tu vas placer le curseur entre quelqu'un qui va pouvoir multiplier par 2, par 2,5, par 3, quelqu'un à qui tu déconseilles carrément d'aller faire un stage, où est-ce que tu mets ce curseur-là? Je vais le mettre surtout, moi je vais surtout regarder ce que l'athlète fait à l'année et ce qu'il est capable de tolérer comme charge. Quelle charge le fait progresser. Si un athlète progresse avec 8 heures par semaine, quel intérêt j'ai à lui faire une semaine à 25 heures à part le découper, quoi. Enfin, ça va être trop dur, il risque de se blesser, il n'y a pas intérêt, voilà. Pour moi, ce qui est important de définir pour un athlète, c'est quel entraînement me fait progresser aujourd'hui et pas quel entraînement je peux faire en mettant tous les curseurs à fond, tu vois. Quel entraînement je peux faire si je dors 6 heures, quel entraînement je peux faire si le midi je vais courir et je mange en 10 minutes. Non, c'est faut plutôt réfléchir différemment. Qu'est-ce qui me fait progresser? Une fois que j'ai trouvé ça, j'essaie de me trouver un schéma qui me permet de le répéter à l'année et de progresser à long terme. Et on le voit par exemple chez Sam Laidlow, c'est un athlète qui il le disait dans certaines interviews avec son père, il s'entraîne pas tant que ça. C'est-à-dire que il y a encore 2-3 ans, il me semble qu'il était à peine 20 heures par semaine, quoi. Aujourd'hui, il a quelque chose comme 25, ce qui, par rapport aux autres pros, n'est pas forcément énorme parce qu'ils réfléchissent plutôt avec son père en qu'est-ce que j'ai besoin pour progresser et ils ont une vision long terme plutôt que de se dire qu'est-ce que font les autres, mais qu'est-ce que font les meilleurs, on fait pareil. Ce qui serait un raisonnement qui est un peu moins logique quand même. Ouais, après, il faut remettre aussi dans le contexte. Sam, on l'avait vu sur le podcast au tout début du podcast. Il fait du triathlon depuis qu'il a 3 ans. Il a presque jamais fait d'autres sports. Alors oui, il a nagé, il a couru, il a roulé, mais toujours dans un esprit triathlon. Donc c'est aussi quelqu'un qui, du haut de ses 25, 26 ans, fait du triathlon depuis plus de 20 ans et presque du triathlon à haut niveau. Donc lui aussi peut-être se permettre, enfin on parle de lui, mais on pourrait parler d'autres, se permettre de s'entraîner peut-être moins que les autres, et ça c'est un sujet que je voulais aussi éventuellement aborder avec toi, c'est quid de la mémoire du corps. Si tu t'entraînes, si tu peux placer là maintenant, tu peux prendre une année sabbatique, t'as pas forcément d'enfants, tu peux placer 30 heures par semaine pendant 1 an. Qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, dans 3 ans? Alors, je dis pas de stopper et puis de reprendre les baskets dans 3 ans, mais voilà. Là, tu peux te permettre un gros volume. Les années d'après, un peu moins, mais tu peux entretenir la machine. Est-ce que ton corps va se souvenir de tout ça? Est-ce que ça va être bénéfique quelque part? Ou est-ce qu'au contraire, pour revenir sur la pyramide dont tu parlais tout à l'heure, il faut maintenir le volume. Et donc, si tu commences à baisser, tu vas régresser. Alors, ouais, ça va être un peu à double tranchant. C'est-à-dire que forcément, faire ça pendant 1 an, ça va permettre de passer un cap important. Mais derrière, forcément, voilà, ça risque de redescendre. Et puis, faut pas rêver non plus, c'est qu'on peut pas brûler des étapes. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a la possibilité de se mettre à plein temps à l'entraînement, son corps n'acceptera pas une multiplication de la charge par 2 toute l'année, quoi. C'est-à-dire que soit il va se blesser, soit il va être surmené, même s'il peut dormir 10 heures par jour. Ça suffira pas. Il pourra pas brûler les étapes. C'est-à-dire que même un athlète qui s'entraîne, on en parlait avec l'exemple de Sam Laidlow, un athlète qui s'entraîne depuis 10 ans, 10 heures par semaine, un athlète qui débute et qui se met à faire 20 heures de suite pendant 1 an, il y a peu de chances qu'il le dépasse, quoi. Parce que pour moi, ce qu'il faut regarder plutôt, c'est le cumul d'heures d'une vie et pas le cumul d'heures à la semaine ou sur une année, quoi. C'est-à-dire qu'un athlète qui fait du vélo depuis 20 ans, l'autre athlète peut charger autant qu'il veut pendant 1 an pour le rattraper. Si le gars s'entraîne depuis 20 ans correctement, ça va être compliqué, voire impossible. Donc bon, faut pas, voilà, c'est pas qu'une question d'heures, c'est pas qu'une question de charge, c'est beaucoup une question de temps et de patience, quoi. Et de planification. Et donc, pour revenir sur l'amélioration des stimuli d'entraînement, donc c'est vrai que tu parlais beaucoup du stage. Dans l'idéal, un triathlète amateur, il devrait faire combien de stages sur l'année? Pareil, pour moi, ça va dépendre du niveau. Un athlète qui est vraiment, qui s'entraîne 10 heures par semaine,
qui progresse très bien comme ça et tout, pour moi, il n'en a pas besoin. Moi, je serais plutôt pour avoir vraiment une progression linéaire sans faire de grosses vagues. Moi, j'ai fait que 2 stages dans ma vie, par exemple, parce que j'y crois pas énormément. Je pense pas que ça soit un gros game changer. Pour moi, c'est un petit plus, mais c'est tout. Après, pour un athlète qui est souvent overbooké, qui a beaucoup de charges professionnelles et tout, et qui, par exemple, prépare un Ironman, c'est quand même un bon moyen de faire un bloc de volume et d'arriver près sur l'Ironman. Voilà, c'est un très bon moyen. Mais après, ça va dépendre du niveau, ça va dépendre de plusieurs choses. Si l'athlète peut en faire, moi je trouve qu'il y a des bénéfices à en faire. C'est intéressant. Maintenant, il ne faut pas le surestimer, quoi. Une semaine dans l'année, ça ne va pas compenser 53 semaines, quoi. Donc ce qui compte, c'est ce que tu fais plutôt les 50 semaines dans l'année et puis les 3 semaines de stage passées par-ci par-là. C'est l'optimisation, quoi. Ouais, ok. Limite, ce que tu veux dire, c'est qu'un athlète amateur qui peut s'entraîner que 10 heures par semaine, mais qui déjà est un peu à la limite de réussir à trouver du temps, tu lui conseilles plutôt de prendre une semaine de vacances avec femme ou mari ou enfant, plutôt que d'aller faire une semaine d'entraînement. Ah, largement. Vaut mieux qu'il prenne une semaine de vacances en fin de saison, tranquillement, plutôt qu'il prenne toutes ses vacances pour aller s'entraîner, parce qu'il va pas... Voilà, il va pas multiplier son niveau par 2 en faisant ça, quoi. Il va peut-être gagner un petit %, il va monter un petit peu sa forme, mais moi je suis vraiment pro constance, quoi. C'est-à-dire qu'un athlète qui prépare un Ironman, c'est pareil, je lui conseille plutôt de faire une sortie longue tous les dimanches toute l'année, plutôt que pendant 3 mois se mettre au carton, faire des sorties de 200 bornes. Voilà, vaut mieux rouler 4 heures, faire des sorties de 4 heures tous les dimanches, à partir de janvier par exemple, plutôt que de s'exciter au dernier moment et vouloir faire des sorties très longues, des grosses charges. Voilà. Moi je suis vraiment pro constance parce que ça évite de se blesser, ça évite aussi d'arriver à une surcharge mentale où à un moment donné on en a marre de faire du triathlon. Donc voilà, moi c'est mon point de vue. Après je pense que les stages sont intéressants, mais pour moi souvent ils sont faits en trop grosse quantité avec trop de volume et peut-être pour des personnes qui n'en ont pas forcément besoin. C'est intéressant, ça démystifie un petit peu le fameux stage. C'est vrai que c'est la première fois qu'on en parle de cette manière-là. Maintenant, je pense que le stage répond aussi à une réalité tu vois, de la vie quotidienne d'athlètes amateurs qui n'ont pas forcément le temps de faire... Dans l'idéal, ils devraient faire, 12-15 heures d'entraînement sur la semaine. Encore une fois, ça, c'est si on parle de longue distance. Il y a beaucoup de triathlètes aussi qui nous écoutent, qui sont peut-être sur du court et qui s'en sortent très bien avec 7-8 heures par semaine. Mais je veux dire, si tu n'arrives pas à caser tous tes entraînements sur la semaine, c'est vrai que ça peut être réconfortant aussi de te dire, en fait, je vais me prendre à chaque fois des moments off où je vais vraiment me donner là-dedans et ça va me permettre aussi de faire mes sorties longues, de faire mes transitions, de travailler ce genre de choses, etc. Et peut-être d'être aussi avec d'autres personnes qui sont aussi là-dedans, parce que t'entraîner tout seul c'est une chose, mais partir en stage avec d'autres triathlètes, ça peut être aussi super enrichissant parce que tu vas pouvoir échanger, discuter, etc. Donc ceux qui s'entraînent en club ont l'habitude, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc c'est vrai que moi j'y vois aussi quand même pas mal d'avantages. De pouvoir faire tes gros blocs. Mais bon, souvent, c'est tes vacances qui doivent y passer. Bien sûr. Bon, c'est vrai que là, je parlais beaucoup de l'aspect physiologique, mais il y a aussi un aspect social qui est vachement important, où les athlètes se retrouvent entre eux. Voilà, il y a pas que ça, c'est multifactoriel. Je suis pas contre non plus. Pour moi, il faut juste bien savoir le gérer. Si on a un athlète qui s'entraîne moins de 10 heures par semaine et qui va être athlète qui s'entraîne plus fort que lui, il faut qu'il adapte les séances, faut pas avoir peur. Le but c'est pas de faire un stage commando et de rentrer brisé, quoi. C'est de créer des stimuli intéressants qui permettent de progresser sans se surmener, sans se blesser. Surtout, c'est ça l'essentiel. Du coup, ces stimuli d'entraînement, c'était les tâches 6 de la pyramide, on va y arriver. On est à 6 sur 8. La prochaine, c'est la gestion de l'allure. Et donc en fait, c'est les fameuses séances spécifiques dont on parlait tout à l'heure. Exactement, c'est ça. Alors, c'est vrai que j'avais parlé de ça dans une de mes newsletters, j'ai eu quelques retours, parce que je disais que finalement, le travail d'allure spécifique, c'était pas si important. Et donc j'ai eu pas mal de gens pas qui sont offusqués, mais presque, parce que comment on fait pour préparer un 10 km si on fait pas d'allure 10 km? Comment on fait pour préparer un half si on fait pas d'allure half? Sauf qu'en fait, je pense qu'il est important, c'est de pas raisonner en allure spécifique, mais plutôt en demande physiologique. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a besoin de développer comme facteur physiologique pour être à l'aise sur un 10 km? Là, on sait que 10 km, on est au-dessus du second seuil. On sait qu'on va atteindre VO2 max via la composante lente. Donc, on va avoir besoin de développer
VO2 max, de développer un peu le seuil. Mais on peut très bien travailler à VO2 max, travailler au seuil et être très bon sur 10 km. On peut très bien préparer un Alpha Ironman en travaillant au seuil, au deuxième seuil et au premier seuil, donc entre aux deux spectres un petit peu de l'intensité alpha, et être très performant. Donc c'est parce qu'il faut comprendre que travailler une allure spécifique de course, ça va pas apporter tant que ça de progrès. En tout cas, on n'a pas de grandes preuves que ça va permettre d'apporter de gros progrès, d'être plus à l'aise sur la course. Ça va peut-être rassurer l'athlète, dire ok, j'arrive à tenir l'allure. Moi j'en place, j'utilise ce système, mais il ne faut pas le surestimer, quoi. Ouais, pour moi, le truc qui est le plus parlant, le plus marquant, et ça parlera peut-être au plus grand nombre, c'est quand tu prépares un marathon. Déjà, à l'entraînement, tu vas jamais courir 42 bornes juste pour te rassurer, parce que le 42 bornes, ce sera le jour de ton marathon. Et pareil, en termes d'allure, oui, éventuellement, tu as des coachs qui te placent sur une sortie longue, un bloc de 3 fois 30 minutes à allure du marathon. Mais effectivement, ça va être plus pour rassurer l'athlète que pour avoir un besoin réel. Parce qu'au final, tu vas placer tes 3 blocs à allure marathon ce jour-là, ok, tu l'as fait, c'est bien. Mais si tu regardes toute l'antériorité de ta prépa qui aura duré 3 mois, 6 mois, 1 an, finalement, en termes de volume, cette course à allure, elle sera vraiment minime. Donc, c'est pas ça qui va te donner ton allure dans les jambes. T'as pas ta montre, tu sais pas à quelle allure tu dois courir. C'est pas en ayant fait ces 3 fois 10 minutes ou ces 3 fois 30 minutes sur une sortie longue que tu vas savoir exactement à quelle allure tu dois courir dans 15 jours. Ah, tout à fait, exactement. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que pour être performant sur une épreuve d'endurance, de durée moyenne à longue, on va dire de 1 heure à plus de 8 heures, il faut 3 facteurs. C'est VO2 max, fraction d'utilisation, économie. Tant qu'on a les 3, qu'on a développé les 3, c'est ok en fait, on va être performant. Qu'on ait fait des allures spécifiques ou pas, voilà, si on a élevé ces 3 curseurs, c'est ok. Et les fractions d'utilisation, on peut très bien les développer en travaillant au deuxième seuil ou juste au-dessus du premier seuil. Enfin, il y a plein de façons de le faire qui vont permettre d'être à l'aise le jour de la course, d'avoir les capacités physiologiques de performer sur sa course sans avoir fait exactement les allures spécifiques. Voilà. C'est surtout ça que Stéphanie Seller cherche à dire dans la pyramide, je pense, et c'est parfois un peu mal compris. C'est pas de dire que ça sert à rien de faire des allures de course, c'est juste que dire que c'est pas obligatoire, on peut faire autrement en fait, quoi. Et puis, ce qui veut dire, c'est que c'est pas le point le plus important de la pyramide. Plus on monte dans la pyramide, plus on arrive au sommet, et moins c'est. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas le travailler. Ça veut dire que ça a une importance moindre dans le reste du volume d'entraînement. Et la dernière, le dernier étage du coup de la pyramide. Bon, après, il y a peut-être plusieurs versions de la pyramide, mais bon, voilà, en tout cas, celui que j'ai pris, qui, je pense, est l'original et le plus complet, en tout cas, c'est la fameuse phase d'affûtage. Exactement, ouais. L'affûtage, ça démarre quand ? En fait, le problème de l'affûtage, c'est que c'est très dépendant de l'athlète. C'est même dépendant, par exemple, de ses capacités physiologiques. C'est-à-dire qu'un athlète qui est très performant en sport d'endurance, qui a une typologie de fibres très orientée sur les fibres lentes, beaucoup de fibres de type 1, il va très vite récupérer. Typiquement, un athlète pro qui s'entraîne 25-30 heures, il n'a pas les capacités de récupération d'un athlète qui s'entraîne 10 heures. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'athlète amateur ou l'athlète qui s'entraîne peu, il va avoir une phase il va avoir besoin de temps pour récupérer. Donc, il va avoir besoin de réellement réduire l'entraînement à l'approche de la course. Mais ce qu'on voit, c'est que sur les athlètes professionnels qui s'entraînent beaucoup, s'ils réduisent trop, ils se désentraînent très vite. Ils n'ont pas de bonnes sensations. Et on voit, par exemple, aujourd'hui que, par exemple, à Hawaï l'année dernière, les 2 Norvégiens, donc Christian et Gustave, à une semaine de la course, ils font 180 bornes ou 170 bornes comme ça à l'allure de course, et la veille ou le lendemain ils ont fait quasiment 40 bornes, quasiment tout à l'allure de course, à une semaine de la course, parce que en fait eux ils ont besoin de ça, ils récupèrent tellement vite, ils ont tellement de fibres lentes, leur corps est tellement adapté aux efforts d'endurance qu'ils ont des capacités de récupération qui sont extrêmement rapides, donc l'affûtage va avec ça. Donc en fait l'affûtage, on s'en rend compte aussi, moi je le vois chez les athlètes que j'entraîne, c'est qu'il n'y a pas de science exacte. On a des athlètes où si on baisse trop le volume, ils ont des mauvaises sensations assurées, donc ça ne sera pas bon. D'autres qui ont besoin de temps pour récupérer parce qu'ils ont beaucoup de fibres rapides, qui sont moins adaptées à l'endurance, donc on va avoir besoin de vraiment prendre le temps de bien récupérer, quoi. Donc c'est vraiment très individuel, il n'y a pas de science exacte. C'est beaucoup une question d'âge aussi. Aussi, également. On récupère beaucoup plus facilement quand on est jeune, et donc la période d'affûtage peut être beaucoup plus courte pour les athlètes plus jeunes. Effectivement, il y a probablement ce facteur qui entre en jeu également. Je pense qu'effectivement c'est multifactoriel
Et c'est très individuel, mais en tout cas, ça dépend pour moi beaucoup du niveau de performance, de la charge que fait l'athlète. Pour verser au débat sur la préparation de mon défi Agrippa, j'ai fait 9 mois de prépa, ça faisait à peu près plus de quasiment 4000 km de course à pied, et effectivement 15 jours avant le départ, qu'on s'était fixé avec mon entraîneur, il a drastiquement baissé le volume. Donc on était clairement dans une phase d'affûtage / tapering, appelons-le comme vous voulez, et c'est vrai que la veille du départ, j'ai été le long de la plage courir quelques kilomètres, j'ai fait 5 bornes et j'avais plus aucune sensation. Je me demandais même comment j'allais faire le lendemain pour prendre le départ pour la première étape qui devait faire 70 bornes. Donc je comprends tout à fait ce que tu veux dire, entre guillemets ce désentraînement très rapide, et pourtant je suis pas un athlète de haut niveau, j'ai juste fait une prépa qui était au cordeau quoi. Effectivement, je pense que c'est polyfactoriel, multifactoriel, et que c'est adapté à chaque athlète et à chaque situation aussi d'athlète. Quand je faisais du tri, je faisais des phases de tapering d'une semaine ou deux, et ça m'allait très bien. Là, sur une préparation comme ça, ça m'allait pas du tout. Exactement. Je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que pour la performance, il y avait 3 curseurs, 3 leviers à activer, à travailler. C'était l'AVMA, de l'économie de course, et le troisième, je sais plus. Alors, le troisième, c'était fraction d'utilisation. Ouais, ok, fraction d'utilisation. Ouais. Donc autant en AVMA, la fraction d'utilisation, ça c'est bon, c'est clair. Sur l'économie de course, en fait, surtout toi qui es entraîneur à distance, comment est-ce que tu fais pour travailler ton économie de course ? Parce qu'on est bien d'accord, pour travailler un point, déjà il faut en être conscient, et 2, il faut avoir les bons tuyaux donc pour pouvoir le travailler. Comment est-ce que tu le fais ? Et quand on parle d'économie de course, on est des triathlètes, donc on parle en natation, en vélo et en course à pied, évidemment. Exactement. Alors en fait, déjà, ce qui est très important à comprendre, et c'est très contre-intuitif, c'est que économie n'est pas très en lien avec le mouvement, la qualité de mouvement. C'est-à-dire que souvent on associe économie, par exemple en course à pied, avec une belle foulée. Une foulée médio-pied, une cadence de pas. On dit, ok, on regarde visuellement et on dit, ok, cet athlète-là, il est économe. Mais on n'en sait rien en fait. On n'en sait rien parce que le visuel ne nous donne pas d'informations sur le physiologique. Donc, économie, ça se développe principalement avec le volume et le temps. On sait par exemple qu'il y a des choses qui sont en lien avec l'économie. On va avoir économie et efficience. Économie, ça va être généralement, alors ça peut diverger, mais l'économie, ça va être le rapport entre l'allure et la consommation d'oxygène, et l'efficience, ça va être le rapport entre l'allure et la consommation des substrats, lipides ou glucides. Mais ça va être très lié avec les volumes d'entraînement, quoi. C'est vraiment pour développer une économie. J'aime bien prendre cet exemple-là, mais quand on est petit, qu'on commence à marcher, les premiers pas, c'est probablement physiologiquement très coûteux pour un enfant. Mais après, il grandit, il se met à marcher tous les jours, tout le temps, et ça devient très facile. Il est très économe en faisant ça parce qu'il répète le mouvement. Et c'est vraiment l'économie, c'est la répétition, quoi. C'est la répétition du mouvement. Avec le temps, pour moi, c'est le facteur principal. Après, on sait qu'effectivement, on peut avoir des paramètres qui vont influencer positivement l'économie. Le renforcement musculaire, ça va jouer, faire des gammes grâce à l'aspect pliométrique, pas forcément grâce à l'aspect technique, modification technique, plutôt grâce à l'aspect pliométrique, le régime de contraction qu'on va appliquer sur le sol. On sait que par exemple, tout ça, ça peut aider à améliorer cette économie-là. Mais en fait, c'est surtout le volume et le temps qui va jouer sur ce facteur-là. J'ai souri pendant que tu disais ça, quand tu opposais un petit peu l'économie de course avec la beauté de la foulée, parce que pareil, dans le cadre de la préparation de mon défi, j'ai fait quelques tests d'effort sur tapis, et notamment avec un médecin du sport spécialiste à l'hôpital de Toulouse, avec qui on a débriefé les résultats. Et à la fin, il me dit, effectivement, là, quand on te voit courir, on a l'impression de voir un éléphant qui court. Tu tapes très fort, surtout sur le tapis, ça s'entend beaucoup, et t'as pas l'impression d'avoir une foulée très économe. En revanche, quand on analyse physiologiquement le résultat de la course avec les données, on se rend compte que, en tout cas, moi, j'ai développé une certaine économie de course par rapport à cette laideur, à cette mocheté de ma foulée. Donc, effectivement, ça peut surprendre, ça peut être un petit peu antagoniste, mais finalement, est-ce que l'économie de course, elle est pas là aussi très personnelle, appliquée à chacun, et finalement, ce qui va être le plus économe pour quelqu'un, ça va juste être la façon dont il se sent le mieux. Exactement. L'économie, le style, le mouvement, il dépend vraiment de chacun. On peut le regarder aujourd'hui, il suffit de regarder sur le circuit Ironman ou peu importe en athlétisme. On va voir des athlètes, je prends Lionel Sanders.
Il a une foulée qui est visuellement, voilà, c'est pas très joli à voir. Mais si on analysait son ratio coût en oxygène allure, probablement qu'il serait très économe. Un athlète qui court à ce niveau-là, sur ce genre de distance, il a forcément une économie qui est très très bonne. Et peut-être que certains, en regardant, ils diraient s'il améliore sa technique de course, il serait meilleur. Bon, voilà, c'est plus compliqué que ça, quoi. Donc, il y a même eu une étude qui a été faite qui était hyper intéressante, où en fait, il filmait tout un tas d'athlètes, une centaine, il me semble, ou 60, j'ai plus de tête, des athlètes qui couraient sur un tapis. Et puis, les vidéos étaient, donc, on mesurait leur économie, et les vidéos étaient envoyées à plusieurs entraîneurs, et les entraîneurs devaient, grâce à la vidéo, dire quel athlète était le plus économe et les classer de 1 à 6, il me semble, quelque chose comme ça. Et c'était catastrophique, quoi. Les entraîneurs, ils n'arrivaient pas du tout à classer les athlètes avec l'aspect visuel, parce que il y a peut-être un lien, mais qui est faible, quoi. C'était un peu le corollaire à la question que je te posais, et ce que ta réponse le confirme encore plus, c'est dans ce cas-là, quand tu es entraîneur, pourquoi, parfois, vouloir changer le mouvement d'un athlète ? Alors, on parle forcément la course à pied, c'est ce qui vient le plus en tête, mais si on prend la natation, oui, on sait que certains gestes sont beaucoup plus efficients s'ils sont faits de telle ou telle manière. Mais si finalement quelqu'un qui a appris à nager le crawl sur le tard et que pour lui, nager de cette manière-là, en vrillant un petit peu plus ou en tendant un petit peu moins le bras, mais en tirant un petit peu plus sur le coude, c'est ce qui lui permet de se sentir mieux et de nager mieux. Pareil, en course à pied, quelqu'un qui va être plutôt talon plutôt que médio ou avant-pied, si c'est ce qui lui permet d'avoir de meilleures sensations. Pourquoi est-ce que certaines personnes veulent absolument changer ? Je pense qu'il y a aussi il y a des gains espérés, mais qui n'arriveront probablement pas. Hein. Il y a une espèce d'espérance de dire si je modifie ma technique, j'irai plus vite. Ça a peu de chances d'arriver. Par contre, là où ça va être intéressant de modifier, c'est en cas de blessure. Par exemple, un athlète, les seuls changements techniques que je vais appliquer, par exemple en course à pied, ça va être si je vois un athlète qui a souvent des périostites ou certaines petites blessures et que je regarde ses cadences en course à pied, sa fréquence de pas, et que je vois qu'elle est très basse, ça peut m'arriver de lui faire des exercices où je lui demandais de travailler à des cadences un peu plus hautes. Et probablement que il semblerait que ça va réduire l'impact à chaque pose de pied. Et voilà, ça peut permettre des changements qui font que l'athlète va moins se blesser. Mais c'est pas forcément dans un but de performance. Après, en course à pied, ça va être très individuel le style. En natation, c'est un petit peu différent dans le sens où l'efficacité prime avant l'efficience. C'est-à-dire que avant tout, on veut un athlète qui soit efficace dans l'eau, qui soit capable de nager relativement vite, avant d'aller chercher l'aspect efficience, quoi. Donc, même si au début on le force à faire des mouvements qui sont assez coûteux pour lui, probablement que ça le fera avancer beaucoup plus vite. Donc, ça peut être intéressant. Mais voilà, en fait, tout ça, c'est important. Moi, je me suis beaucoup bataillé avec ça, où des fois, je me souviens, j'allais voir des compétitions d'athlètes, où je voyais certains entraîneurs qui disaient on va changer toute ta foulée. Voilà, je suis sûr qu'en faisant comme ça, mais pas du tout, quoi. En fait, c'est des grosses erreurs et je pense que c'est quelque chose de très mal compris. Si on interroge tous les athlètes, je pense qu'il y a beaucoup qui pensent que la technique a un rôle important sur la performance. On a balayé un beau spectre relativement à l'entraînement et relativement au sport. On n'a finalement pas beaucoup parlé de toi. Toi, comment est-ce que tu organises tes journées justement entre le sport, la pratique, le sport, l'entraînement et puis ce qui va autour? J'ai la chance, entre guillemets, chance que je me suis créé, mais de travailler à mon compte. Donc ça me permet voilà, moi je suis vraiment entraîneur à temps plein, donc ça me permet de gérer un peu mes journées comme je le souhaite. Donc pour l'entraînement c'est plus facile, hein, mais avant ça, avant que je travaille en tant qu'entraîneur, je faisais un petit peu comme toutes les personnes qui ont un 9-17, quoi. C'est-à-dire que je me levais plus tôt pour aller m'entraîner. Les sorties longues c'était le week-end. J'ai vécu longtemps en fait ce système. Ça fait que 2 ans où vraiment je suis un peu plus libre de mes horaires. Donc maintenant c'est plus facile. C'est-à-dire que j'arrive à m'entraîner en moyenne sur l'année 15 heures semaine à peu près. Je peux monter jusqu'à 20 heures. Après, il y a aussi un aspect qu'il faut prendre en compte, c'est qu'au-delà de l'aspect horaire et place dans la semaine, il y a aussi un aspect énergie. C'est-à-dire que si je m'entraîne 20 heures tous les semaines, j'ai plus l'énergie pour être productif et pour bien faire mon travail. Donc je me fixe un peu aussi une limite où je sais qu'il y a un stade que je ne peux pas dépasser, même si dans les faits je pourrais. Donc en général, j'essaie de m'entraîner toute la matinée, j'essaie de la consacrer à mon travail, c'est là où je suis le plus productif. Et après les entraînements, c'est à midi et l'après-midi plutôt. Et comme ça, je retravaille après une fois que j'ai fini de m'entraîner, quoi.
Mais c'est pas, je place pas mes entraînements non plus en priorité, c'est plutôt mon travail. Bastien, j'ai une dernière question pour toi. Le podcast s'appelle Devenir triathlète. À ton avis, comment est-ce qu'on devient triathlète ? Par passion. J'espère que le résultat de Sam Lello, par exemple, ce week-end, va créer des passions chez les jeunes pour le longue distance. Et en plus, son personnage s'y prête bien, c'est-à-dire que c'est un peu un showman, et je pense que c'est ce genre de personne qu'il faut dans le triathlon pour inspirer les jeunes, donner envie de se mettre sur le triathlon. Donc j'espère que tout ce qui s'est passé dimanche permettra à beaucoup de gens de devenir triathlètes. Bah écoute, super, merci beaucoup. Une dernière question, si on veut justement faire appel à tes services, ça se passe où, sur Internet ? Alors ouais, exactement. Donc moi je suis très actif sur Instagram, où je poste souvent des vidéos explicatives sur la physiologie, l'entraînement. J'ai aussi une newsletter, un site internet. Donc je fais du coaching personnalisé, donc là j'ai plus de place, mais des fois elle se libère, donc faut pas hésiter à me contacter si besoin. Et puis après je propose aussi des plans d'entraînement. Voilà, j'essaie d'être même sur YouTube, je fais des vidéos aussi depuis peu. J'essaie vraiment de produire du contenu, apporter de la valeur vraiment aux triathlètes. C'est ce qui me passionne, donc j'espère que je peux aider un maximum de gens, ou participer du moins. Génial. Super. Et ben écoute Bastien, on te souhaite une bonne continuation. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser. On en parlait en off. T'es du côté du sud-est, donc si je passe par là, je viendrai te faire un petit coucou. Comme ça, tu pourras m'emmener courir, plus rouler, mais courir, où on ira nager. Et puis tu pourras me donner encore quelques conseils d'entraînement. Bien sûr, ce sera avec plaisir. En tout cas, je vous remercie à vous deux pour vos questions qui étaient vraiment très intéressantes et très pertinentes. En tout cas, c'était un plaisir. Super. Et ben écoute, merci beaucoup Bastien. Allez. Salut à tous. Merci. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Salut Armano. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.